Semaine spéciale Pierre d'Or avec aujourd'hui Nordine Hachemi, président directeur général de Kaufmann & Broad. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Kaufmann & Broad a obtenu la Pierre d'Or 2023 dans la catégorie programmes innovants pour le projet immobilier Évolution Austerlitz, qui s'inscrit dans un contexte d'aménagement de très grande ampleur dans le 13e arrondissement de Paris. Nordine Hachemi nous parle de ce projet et de la fierté qui est la sienne à le conduire avec Kaufmann & Broad. Oui, alors c'est un projet qu'on a initié en 2015 avec la CEMAPA qui avait lancé une consultation à l'époque pour l'aménagement d'environ 100 000 m² sur l'ensemble, sur en fait une surface comprise entre les voies ferrées de la gare d'Austerlitz, le boulevard de l'Hôpital, la gare d'Austerlitz et puis l'hôpital de la Salpêtrière. Et donc c'était un ensemble, une friche tertiaire, semi-industrielle, de dépôts, de bureaux très anciens, obsolètes, extrêmement imperméabilisés. Et c'est un projet donc où on a développé ce bureau de 50 000 m² environ, qui a reçu le prix que vous avez mentionné. Prix innovation, oui. Voilà, 20 000 m² de commerce qui relie l'ensemble à la gare d'Austerlitz. Et puis un ensemble de parkings en sous-sol d'environ 400 places, des bureaux pour la SNCF, ainsi qu'un ensemble de logements sociaux qui vient et de logements étudiants qui vient se raccorder à l'ensemble. Et donc c'est un projet qui est à la fois ambitieux au niveau environnemental, puisqu'on désimperméabilise une partie des sols. On arrive à un degré d'imperméabilisation équivalent à du périurbain alors qu'on est en pleine ville. On agrandit le parc de la Salpêtrière et puis on a un impact social, un impact énergétique puisque l'ensemble va être neutre en carbone raccordé au réseau de chaleur de la ville de Paris et puis va être producteur d'énergie avec la plus grande ferme photovoltaïque qu'on pourra avoir à Paris le jour où on livrera l'ensemble. Elle est prévue pour quand la livraison justement ? Alors c'est un projet qui est long, on a encore à peu près 3 ans et demi, 4 ans de travaux. Plutôt 4 ans. C'est un projet qui est long parce qu'on doit creuser assez profondément. Il est complexe techniquement. On creuse profondément à une trentaine de mètres de profondeur. En dessous, on a le tunnel de métro, qui est un tunnel très ancien. Donc, on doit faire attention au moment où on le creuse pour que le tunnel ne s'ouvre pas. Et puis, on a le métro aérien qui traversera l'ensemble. Donc, ça va être assez spectaculaire. Donc, tout ça, ça crée beaucoup de contraintes techniques qui fait que le chantier, dans un premier temps, c'est d'abord un chantier d'infrastructure, puis en deuxième période, ce sera du bureau avec un rythme et une industrialisation qui fera qu'on aura un rythme plus classique sur ce type d'opération. Vous l'avez dit, c'est du temps long. Hein. On le sait, la construction, c'est toujours du temps long. 2015, 2023, encore 3-4 années avant la livraison. Mais cet immeuble-là, ce projet-là sera absolument dans ce qui doit se faire aujourd'hui au niveau développement durable. Hein. C'est ce que vous nous disiez. Donc ça veut dire qu'il faut le penser vraiment en amont. Ah, tout à fait. Ça a été très anticipé. Et puis c'est vraiment, vous voyez, on a commercialisé l'ensemble du programme juste avant le Covid, avant la crise sanitaire en 2020. Et à aucun moment, aucun des acteurs n'a remis en question les décisions qui avaient été prises à l'époque, puisqu'on est vraiment sur le type de projet de bureau qui correspond et d'ensemble à la ville de demain. Il est raccordé au transport en commun, gare d'Austerlitz, métro aérien, métro souterrain. Il est raccordé à la gare de Lyon avec une passerelle qui va se construire. Il donne de l'espace aux habitants. Il crée des commerces là où il n'y en a pas aujourd'hui, puisque c'est une zone très faible en termes de densité de commerce. Et donc, ça va offrir des services et du commerce aux habitants du quartier. Et donc, c'est vraiment le genre de projet qu'a gagné. D'ailleurs, il y a eu de nombreux recours, comme à chaque fois. On a absolument gagné toutes ces étapes avec, j'allais dire, une marge importante dans le sens où toutes les études ont été reconnues comme ayant été exceptionnelles en termes de qualité et d'approfondissement des enjeux environnementaux et sociétaux attachés au projet. Alors, dans le contexte difficile que l'on connaît actuellement, économiquement parlant, comment Kaufmann & Broad a-t-elle vécu le premier semestre 2023 ? Je vais parler du marché, puis notre positionnement qui est un peu différent du marché. Donc le marché, lui, il a eu à subir des changements de paramètres très rapides sur une période de temps très courte. Si on vient sur les fondamentaux, le logement, on en a besoin en France, on en a besoin pour plusieurs raisons.
Parce qu'il y a un problème de mal logement en France. L'Abbé Pierre chiffre régulièrement, parle de 5 millions de mal logés en France, la Fondation Abbé Pierre. Donc on a un besoin renforcé par la nécessité de la transition écologique, qui se traduit à la fois par une obsolescence du parc existant, puis le fait que nos projets aux normes RE 2020 sont extrêmement vertueux au niveau environnemental, et puis le besoin de logements sociaux de manière plus générale. Donc on a ces fondamentaux qui fait que de toute façon on construira des logements. Alors maintenant, quand on a des variations de paramètres, on l'a toujours dit d'ailleurs, des variations de paramètres qui se font trop rapidement, le marché n'a pas le temps de s'adapter. C'est ce qu'on est en train de vivre avec une hausse des taux très rapide d'un côté, et qui vient en plus dégrader une situation qui était déjà partiellement dégradée du fait de la baisse des permis de construire par ailleurs. On a ralenti fortement la production de ces logements du fait d'une difficulté à obtenir des permis d'un côté, ce à quoi vous rajoutez, donc ça c'est côté off, ce à quoi vous rajoutez un problème d'ajustement de l'adéquation entre le pouvoir d'achat réduit par la hausse des taux et puis un manque de produits en face, et donc on a un marché qui est en train de caler. Donc ça c'est à court terme. À moyen, long terme, les besoins de logement, on n'est pas en train de faire des résidences secondaires qui sont occupées 3 mois par an. On répond à un besoin essentiel, c'est se loger, et donc le marché va se réajuster, puis va retrouver un nouvel équilibre, et là on est en phase transitoire. Phase transitoire, mais jusqu'à quand peut-on déjà répondre à cette question? Nordine Hachemi, en tout cas, va s'y essayer. 2024 va être certainement encore une année où on va continuer d'avoir un ajustement. Si on oublie les effets élections municipales, qui n'est pas nécessairement une bonne période pour ça sera 2026, on a encore un petit peu de temps. Alors voilà, donc on rajoute, sauf que les élus, ils regardent quand même un peu en avance. Donc on va dire que 2025, on devrait commencer à retrouver un équilibre. L'équilibre se faisant sur d'abord améliorer l'offre, améliorer la maîtrise des coûts. Il y a encore des paramètres tels que les coûts des terrains de foncier qui eux ont beaucoup monté du fait de la baisse des taux. Donc cette baisse des taux, moi dès 2018, et tout est public puisqu'on communique, on est une société cotée, on a alerté sur le fait qu'effectivement cette baisse des taux, ça avait un effet inflationniste sur les prix des terrains. Donc on a des variables d'ajustement si on se donne du temps pour pouvoir retrouver un équilibre économique sur ces opérations et repartir sur une production qui sera peut-être pas aussi importante que dans les années passées, mais qui sera peut-être plus qualitative aussi. On va dire 2027 pour retrouver un véritable... Oh, quand même pas. Non, je pense qu'on va avoir fin 2024, on devrait commencer à avoir... même deuxième semestre 2024, je pense qu'on va commencer à avoir un assainissement du marché. Alors justement, chez Kaufmann & Broad, les grands projets et défis en cours qui vous attendent sur cette fin d'année, sur 2024, dans ce contexte-là? Alors nous, c'est là où je disais, on est un peu différent par rapport à ce qui se passe sur le marché, puisque nous, en début d'année, on a annoncé qu'on ferait une hausse du chiffre d'affaires de 5 à 10%, 6 à 10%, que notre résultat devrait être en hausse de 20% par rapport à l'année dernière. Donc, on attaque cette crise avec un bilan extrêmement sain. On n'a pas de dette, donc on n'est pas nombreux dans cette situation. Je pense qu'on est le seul promoteur en France de notre taille à avoir absolument aucune dette. Un chiffre d'affaires qui était de 1 milliard 315 millions en 2022. Qui devrait être dans les 1,4 milliard, un peu plus d'1,4 milliard dans ce qu'on a annoncé. On a ce projet Austerlitz qui bien évidemment un projet de taille importante qui contribue à cette activité. On a été très prudent, ce qui explique pourquoi on n'a pas de dette, justement face à cette inflation qui a pu avoir de la hausse des prix des terrains, du fait de la baisse des taux d'intérêt. On a été très prudent, donc on a fait un peu moins de croissance que nos concurrents pendant cette période-là. Mais ça s'est traduit par le fait qu'on vendait beaucoup plus vite, puisqu'on était très rigoureux sur les prix, qu'on a annoncé plusieurs années de suite, qui était un choix qu'on avait fait, qui fait qu'on arrive dans une situation bilancielle extrêmement saine face à un marché qui est en phase de réajustement. On a encore une fois, quand on arrive dans des périodes un peu agitées, le bilan, le fait de ne pas avoir de dette, c'est quand même très très positif pour nous. D'autres projets importants? On a parlé d'Austerlitz, mais il y a d'autres projets importants? On a des projets dans l'immobilier tertiaire importants, on en a en particulier à Marseille. Donc en tertiaire, on continue de travailler, même si le marché est en phase lui aussi de réajustement sur les usages.
Nous, on travaille avec des utilisateurs très spécifiques, donc on fait du sur-mesure pour des utilisateurs désignés. On ne fait pas de bureau en blanc. Donc là, on a des projets de cet ordre-là. Puis il y a des projets, alors c'est un peu tôt pour en parler, mais des grands projets d'aménagement. On a un grand projet d'aménagement qu'on a lancé à Reims, où là, on va implanter l'école Néoma sur un aménagement qui fait à peu près 80 000 m². On va faire des logements. On installe également une école de design de Reims, une résidence étudiante, des commerces, un parc paysager extrêmement important. Donc ça, c'est des projets d'aménagement. Et puis, on a d'autres grands projets d'aménagement qui vont bientôt être lancés dans les mois qui viennent. Est-ce que le contexte est différent justement d'une ville à l'autre, vous qui êtes implanté un petit peu partout, notamment dans les grandes métropoles? Alors, il y a des tendances de fond sur les difficultés pour les collectivités locales à convaincre les populations en place de l'intérêt de construire des logements. Donc, c'est assez généralisé en France, malheureusement, la difficulté d'obtenir des permis de construire, parce qu'il y a cette difficulté à faire comprendre que c'est essentiel, c'est l'intérêt commun que d'avoir du logement. Et quand on a un logement soi-même, on s'occupe pas trop de savoir si c'est important qu'il y ait d'autres logements. Donc ça, c'est la nature humaine est ainsi. Donc cette difficulté, elle est nationale. Ensuite de ça, vous avez des villes où les prix sont moins emballés que d'autres, effectivement, où on continue d'avoir des rythmes de vente acceptables, et puis d'autres villes où les prix se sont envolés, et là, le retour à la réalité est plus compliqué, y compris avec les propriétaires de terrain qui ont encore du mal à accepter que les prix d'hier ne seront pas les prix d'aujourd'hui et de demain. Outre le marché national et international, il est important de connaître le marché local. Ah oui, dans l'immobilier, c'est d'abord une connaissance approfondie du marché local qui permet de faire des opérations qui correspondent aux contraintes locales. Les contraintes locales, un vrai casse-tête à la fois pour les élus locaux et pour les promoteurs comme Kaufmann & Broad. Avec Nordine Hachemi, président et directeur général de Kaufmann & Broad, parlons aussi de la politique RSE de l'entreprise et évoquons également le fonds de dotation Kaufmann & Broad. Oui, alors sur la partie RSE, donc on a pris des engagements qui sont normés, c'est-à-dire contrôlés par des organismes indépendants, dont SBTi par exemple, où on a pris des engagements sur des trajectoires d'impact de notre activité sur la hausse des températures. Donc c'est un ensemble très normé. Et donc sur l'ensemble de ce qu'on appelle les scopes d'activité de l'entreprise, les scopes 1, 2 et 3, on a un programme d'amélioration de notre performance environnementale qui est audité tous les ans, et on est toujours dans des très bonnes positions de ce point de vue-là. D'ailleurs, un peu comme, j'allais dire, label chapeau, on a reçu le label ça fait 2 années de suite, qui est attribué, il y a moins je crois qu'il y a une dizaine d'entreprises en France seulement, un peu plus de 1000 dans le monde, de Deloitte qui attribue le label Best Managed Company, justement, qui tient compte de l'ensemble du pilotage de ces progrès à la fois économiques et environnementaux, et ça fait 2 années de suite qu'on est dans ce petit groupe d'entreprises reconnues comme telles. Bien sûr, on a des activités, vous parliez du fonds de dotation, très orientées principalement orientées sur l'éducation des enfants. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait avec les collaborateurs de Kaufmann en disant que c'est la priorité qu'on s'est donnée. Alors ça, c'est très personnel, cette approche sur l'éducation des jeunes enfants. On en parle beaucoup en ce moment, donc finalement vous êtes un petit peu précurseur, j'allais dire. Ça fait une dizaine d'années qu'on a pris ce choix-là. Donc on accompagne des écoles, on accompagne des initiatives liées à l'éducation des enfants, des jeunes. Donc ça, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Pour terminer, comment vous, l'expert que vous êtes, Nordine Hachemi, se projette-t-il à court terme et peut-être à plus long terme, puisqu'on le sait, vous l'avez dit, vous l'avez prouvé, la construction se fait toujours sur un temps long forcément, mais il faut quand même arriver à anticiper un petit peu tout ça. Alors on est à la fois sur des sujets, comme je disais tout à l'heure, des besoins essentiels, ce qui fait que le produit en tant que tel, en tant que service rendu à l'être humain, évolue très peu. On a besoin d'un toit, on a besoin d'être chauffé ou rafraîchi selon les situations. Il y a des besoins sanitaires,
Donc ça, c'est très contraint. Donc maintenant, c'est que les grandes évolutions, elles se font, les besoins en construction sont là, puisqu'ils sont directement corrélés à la démographie, aux besoins des populations. Et là, il se trouve qu'en France, on a une croissance démographique forte ces 20 dernières années. Et donc, le véritable enjeu, il est comment on va construire de manière à en limiter l'impact de ces constructions sur leur environnement. Mais je m'attends pas à ce qu'il y ait la fin de la construction de logements, loin s'en faut, parce que en ce moment, on part parfois un peu dans tous les sens. La rénovation sera une partie de la solution, mais la rénovation ne crée pas de surface et donc répond pas à un besoin en croissance. Donc les vrais enjeux, les véritables enjeux sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est comment rendre plus acceptables ces projets, c'est comment mieux les intégrer, c'est comment faire en sorte qu'un projet de construction, par exemple, comme je citais sur le projet de gare d'Austerlitz, comment on désimperméabilise les sols à l'occasion d'une construction, et ça c'est possible. Ça va être aussi de travailler sur la zone périurbaine, mais là ça nécessite de travailler beaucoup plus en amont avec les collectivités locales pour amener les services ou préparer les territoires pour que le logement soit pas décorrélé de services en place et d'infrastructures. C'est la difficulté aujourd'hui, travailler avec les collectivités locales. On a l'impression, quand on entend Pascal Boulanger, le président de la Fédération française du bâtiment, que c'est compliqué. C'est pas simple, mais c'est pas compliqué. Il y a un intérêt commun. C'est-à-dire que très vite, on arrive... Les élus, dans l'absolu, les maires qu'on rencontre, veulent construire. Ils veulent simplement qu'on puisse répondre aux contraintes qu'eux-mêmes ont. C'est comment rendre acceptables ces constructions, comment gérer les contraintes supplémentaires que fait une croissance de la population. Ça veut dire des services en plus, des transports. Et c'est sûr qu'on peut plus construire comme on a fait pendant des dizaines d'années des logements sans s'occuper de tout leur environnement. Donc aujourd'hui, on est appelé de plus en plus, pour ça qu'on a une équipe qui s'appelle Aménagement et Territoire, qui fait de l'aménagement, parce que le vrai point d'entrée aujourd'hui, c'est l'aménagement qui va permettre ensuite de construire des logements, mais aussi des écoles, des services de santé, etc. Un grand merci à Nordine Hachemi, président directeur général de Kaufmann & Broad, qui a obtenu la Pierre d'Or 2023 dans la catégorie Programmes innovants pour le projet immobilier Évolution Austerlitz, dont on a beaucoup parlé. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.